Donc merci beaucoup tout d'abord et rapidement à l'UMR10, au CERIC, aux collègues qui m'ont proposé d'intervenir et qui m'ont fait venir aujourd'hui. Je vais donc vous parler d'un sujet qui paraît un peu technique, mais rassurez-vous, on va détechniciser, et qui est donc l'encadrement juridique des technologies quantiques. Alors en quelques mots, moi je suis maître de conférence à l'université Bourgogne-Europe, je suis internationaliste, j'ai l'impression qu'il y a majoritairement des internationalistes dans la salle, mais peut-être pas que, et je ne vais pas du tout parler que de droit international, je vais parler quand même un peu de droit international, mais pas que. Donc je suis plutôt internationaliste, mais je me définis comme un juriste ouvert, à la fois aux autres disciplines juridiques, mais aussi aux autres disciplines scientifiques tout court. Et je vais vous expliquer comment j'en suis venu là. Et cet intérêt pour les technologies quantiques se développe dans le cadre d'une chaire dont je suis titulaire à l'Institut universitaire de France. Donc j'ai cette chance d'avoir du temps qui m'est octroyé pour un projet de recherche pendant 5 ans sur l'encadrement éthique et juridique des technologies quantiques. Je dirais quelques mots de l'éthique. Alors, à titre introductif, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, et ça devrait vous permettre de comprendre, de mieux voir peut-être d'où je pars, et ce qui m'a amené finalement à réfléchir à ces technologies, sachant qu'on est très peu nombreux en France et même dans le monde, en sciences juridiques, à s'intéresser à ce phénomène, et encore moins nombreux à être des juristes dits publicistes. C'est-à-dire que la plupart des autres juristes qui s'intéressent aux technologies quantiques, qui sont essentiellement au Canada, à Grenoble, à Nice, il y en a d'autres, mais pour l'instant c'est essentiellement ces trois pôles, sont plutôt des juristes de droit privé, parce que les questions actuellement posées concrètement en droit par les technologies quantiques sont des questions qui relèvent globalement du champ du droit privé. Mais on va voir qu'il faut déjà, à mon avis, d'ores et déjà anticiper d'autres questions qui se posent. Alors je travaille dans le cadre du Crédimi de Dijon, qui est un laboratoire connu pour ses travaux en droit international privé, et notamment les travaux de Berthold Goldman qui ont été poursuivis par Philippe Kahn, par Éric Loquin et d'autres collègues sur ce qu'on appelle la lex mercatoria. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, a priori oui. La lex mercatoria, c'est un droit dit transnational. Alors il y a plusieurs définitions du droit transnational, mais c'est un droit d'origine dont les grandes caractéristiques sont qu'il est d'origine privée. Et donc ce sont des institutions qui agissent sur la scène internationale, pas forcément la scène interétatique classique, donc pas forcément dans les enceintes des organisations internationales, mais qui ont une activité internationale qui va générer ou permettre la génération de normes, de règles juridiques qui vont se développer en dehors de l'État. Ça ne veut pas dire que l'État est toujours absent. L'État peut être présent dans le contrôle de ces règles, par exemple, mais il va y avoir des règles qui émergent entre des acteurs qui sont strictement privés. La démonstration de Berthold Goldman, puis de Philippe Kahn et globalement qui est menée au Crédimi, c'est une démonstration qui se base sur l'observation des règles du commerce international et du commerce entre personnes privées. Et donc ce que propose Berthold Goldman, c'est de voir dans les règles d'organisation de la société des marchands depuis le Moyen-Âge des règles, de véritables règles, tout d'abord, de droit, qui sont des règles non étatiques ou bien aétatiques, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, qui sont constitutives, ou en tout cas qui sont organisées autour d'un ordre juridique qu'on appellera plus tard transnational, un ordre juridique qui est la lex mercatoria. Ce raisonnement, il se base sur l'observation de contrats, de clauses, qui sont des clauses communes, et qui font émerger, d'après Berthold Goldman, des principes propres, des règles propres à cette petite société des marchands, et qui se règlent lorsqu'il y a des différends, par arbitrage international. Dans l'histoire plus récente, il y a eu d'autres regards
sur d'autres activités internationales qui ont permis de penser qu'il y avait d'autres ordres transnationaux. Je pense par exemple aux ordres religieux, ce qui est globalement établi, reconnu en tout cas, mais aussi l'ordre sportif et les ordres sportifs. Donc là, je fais référence à ce qu'on appelle la Lex Sportiva. Vous connaissez peut-être la thèse de Franck Lati, qui était mon directeur de thèse, ça explique aussi mon prisme déformant peut-être. Mais la Lex Sportiva, elle est constituée de fédérations internationales qui ont bien des activités qui dépassent, traversent les frontières et qui se trouvent centralisées autour d'un mouvement, le mouvement olympique, avec des règles où on voit que les États s'intègrent de plus en plus au jeu, sans mauvais jeu de mots, en venant définir des règles d'antidopage, etc., qui vont s'appliquer ensuite de manière un peu plus verticale, un peu plus connue. Mais à l'origine de tout ça, on a des ordres juridiques transnationaux de ces fédérations internationales sportives. Là, on est loin des technologies quantiques, mais en fait, quand je suis arrivé au Crédimi, je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas quelque chose de similaire qui se passe dans l'espace numérique. Et donc c'est la base de ma recherche depuis 2020. À vrai dire, je m'intéressais un petit peu à ces questions auparavant, mais à partir de 2020, j'ai entamé un projet de recherche qui a été financé par un projet que j'ai appelé Aladdin, analyse de l'élaboration d'un droit international du numérique. Ça, c'est pour le sigle sympa. Mais c'était plus large qu'un droit international du numérique. Et l'idée, c'était d'observer comment des acteurs strictement privés élaboraient des règles de fonctionnement de mini-sociétés, puisque je les qualifie de sociétés transnationales, c'est-à-dire dépassant les frontières de l'État, et comment les États parvenaient ou non à les réguler, à s'imposer pour faire d'abord imposer leur ordre public. Là, on retrouve un vocabulaire qui est proche de celui des débats qu'on a dans la Lex Mercatoria, comment l'État va venir imposer ses propres règles et comment il va faire pour qu'elles supplantent effectivement les règles décidées par les acteurs privés. Cela m'a mené à travailler sur l'Internet, sur les règles de gouvernance de l'Internet, sur les réseaux sociaux. C'était mon premier terrain d'observation. Moi, je pense, et c'est l'objet de cet ouvrage qui est au milieu, qu'on a co-dirigé avec ma post-doctorante à l'époque, Héloïse Petit-Prévost-Végan, sur les réseaux sociaux et droits transnational. Et l'idée, c'était de voir si, finalement, dans chaque réseau social, on ne pouvait pas voir les traces d'un petit ordre juridique transnational, très partiel, pas vraiment autonome des ordres étatiques, parce qu'il y a toujours un rattachement dans un ordre juridique américain, irlandais, et il y a de plus en plus de prétentions des États, évidemment, à les réguler, mais l'idée était de voir s'il y avait des choses. Et à mon sens, il y a des choses, notamment sur Facebook, qui a eu une tentative de structurer son espace normatif, avec même ce conseil de surveillance, vous savez, alors bon, qui a plus les apparats d'un système de règlement des différends qu'autre chose. Concrètement, on en est quand même assez loin, mais voilà, on a des indices, à mon sens, qui permettaient de penser du droit transnational et de qualifier finalement ce qu'il se passe lorsqu'un réseau social décide de procéder à un examen en modérant des propos, en modérant des posts sur sa plateforme, en appliquant des conditions générales d'utilisation, des standards de la communauté et toute une variété de documents qui n'ont pas de valeur juridique concrète si on raisonne en droit interne classique et même en droit international classique, mais qui, dans le fonctionnement concret de la plateforme, peut avoir une réalité juridique. Je me suis également intéressé avec Héloïse aux cryptoactifs, alors où là on a des plateformes de résolution des différends liés directement aux cryptoactifs. C'est très technique mais passionnant. Et puis ce projet arrive à son terme, et finalement à la fin de ce projet, je me suis rendu compte qu'il y avait
plusieurs angles morts. Je me suis un petit peu intéressé à l'intelligence artificielle. Et là, le droit étant émergent, je l'ai d'abord pris sous l'angle de l'éthique. Et j'ai pu constater autre chose qui m'a mené aux technologies quantiques, c'est que finalement, la régulation de l'intelligence artificielle n'a pas pour l'instant donné lieu à des phénomènes que je pensais pouvoir identifier éventuellement, qui sont des phénomènes donc, de droit transnational. Là, j'ai rien vu de tel dans mes recherches. Je me suis quand même intéressé à comment on encadrait cela, comment on encadrait le développement de ces technologies. Et je me suis rendu compte qu'on était d'abord dans le champ sémantique de l'éthique. L'éthique de l'IA, aujourd'hui, on nous rabâche l'éthique de l'IA, l'éthique de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la question que je me suis posée. Et je me suis rendu compte, sans rentrer dans les détails, que finalement tout ça était rattaché à une éthique de l'innovation qui intervenait toujours un peu trop tard. Ce qui m'a mené finalement à me poser la question de comment on pouvait penser, d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue éthique, le développement de nouvelles technologies et des phénomènes normatifs qui allaient les accompagner. Les réseaux sociaux, l'émergence des réseaux sociaux n'a pas été précédée d'une réflexion juridique, ni même d'une réflexion éthique, qui aurait pu permettre d'anticiper les modèles normatifs qui sont intervenus. Et que j'analyse finalement un petit peu a posteriori en proposant d'y voir des indices d'ordre juridique transnationaux. Les cryptoactifs, même chose. On va réguler après coup et se poser des questions éthiques beaucoup plus tard, finalement, une fois que les premières problématiques concrètes apparaissent. Pour l'IA, il s'est globalement passé la même chose. Et alors certes, le règlement sur l'intelligence artificielle était déjà dans les tuyaux depuis 2021, lorsque en 2022 on a eu l'émergence sur le marché de ChatGPT, de l'IA générative, mais ça a quand même surpris tout le monde et ça a quand même été une course un petit peu pour essayer d'encadrer les usages de l'IA générative et on n'est pas encore sorti de cela. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait tirer des enseignements de tout cela, même si c'est encore chaud, pour essayer d'anticiper les prochaines révolutions technologiques et les prochaines innovations technologiques. Et donc je me suis demandé tout bêtement quelles allaient être les prochaines grandes tendances technologiques, en sortant du discours l'IA va révolutionner le monde, etc., en essayant d'aller un petit peu plus loin que ça, et je suis tombé sur Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, et j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là, donc vous voyez très récemment finalement, puisque j'ai commencé en 2022-2023 à réfléchir à cela, j'ai commencé à m'intéresser donc aux technologies quantiques. Alors, qu'est-ce que sont les technologies quantiques? Je vais peut-être vous faire un petit topo avant de vous donner quelques éléments de réflexion. Je ne vais pas aller très très loin aujourd'hui, je pourrais vous faire une conférence de 4 heures sur là où j'en suis actuellement, mais je vais plutôt vous brosser à grands traits ce que c'est que ces technologies et quelles réflexions, en tant que juriste, on peut proposer à l'heure actuelle. Alors, les technologies quantiques, elles se basent sur la physique, et donc sur des sciences physiques. En sciences physiques, on a vécu déjà une première révolution quantique qui a permis le développement des puces et le développement de la plupart des appareils qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est la fin du 19e siècle. C'est Max Planck, etc. Avec la découverte, par exemple, de la dualité onde-particule, qui a été démontrée effectivement dans les années 1920. Tout ça a conduit à une première révolution, d'abord physique puis technologique, dans les années 40. On s'en est servi pour créer les premiers ordinateurs, les transistors, le laser en 1960, et finalement, l'horloge atomique, c'était un petit peu avant, mais c'est la même chose, c'est des applications de la mécanique quantique qui permet de comprendre l'infiniment petit, pour faire court. Je vais vous expliquer quelques principes ensuite. Mais en même temps qu'on avait cette première révolution quantique qui nous a permis de comprendre un certain nombre de choses, pour le faire très court, avant d'avoir la mécanique quantique, on n'arrivait pas vraiment à expliquer pourquoi la matière ne s'effondrait pas sur elle-même.
puisque la matière, on sait qu'elle est positive et négative, vous avez des particules qui sont positives et négatives et qui s'attirent l'une vers l'autre, et c'est ce qui constitue la matière. Sauf qu'à un moment, puisque ça s'attire, on ne comprend pas pourquoi la matière, elle finit pas par s'effondrer sur elle-même. Puisque logiquement, si on suit simplement cette mécanique newtonienne, on ne devrait pas avoir de matière solide, tout devrait s'effondrer sur soi-même. Et c'est la mécanique quantique qui a permis de comprendre, en allant regarder comment fonctionne l'infiniment petit, qui a permis de comprendre cela. Dans les années 1930, on a un débat passionnant, qui est un débat entre Niels Bohr et Alfred Einstein, qui sont donc deux grands physiciens, tous les deux prix Nobel de physique. Einstein n'a pas été prix Nobel pour cela, ni même d'ailleurs pour la relativité. Leur débat porte sur les possibilités ouvertes par la mécanique quantique. Et en fait, Einstein fait des calculs théoriques en disant, mais finalement, si on pousse les connaissances actuelles de la mécanique quantique un petit peu au maximum, on aboutit à des résultats qui sont aberrants. Et pour Einstein, ces résultats de ces calculs conduisent à penser que finalement on pourrait avoir, je vais vulgariser un petit peu, un transfert d'informations d'un endroit à un autre qui serait plus rapide que la lumière. Et pour Einstein, je ne le dis pas en des termes physiques là, hein, je vulgarise parce que ce n'est pas vraiment du transfert d'informations, mais il dit finalement on pourrait, en mesurant un photon, prédire avec exactitude le comportement d'un photon qui aurait été intriqué, c'est le principe de l'intrication physique, peu importe la distance à laquelle il est. Et donc à partir de ce constat-là, et bien finalement, on pourrait avoir du transfert d'informations sur de très longues distances, plus rapidement que la lumière. Et pour Albert Einstein, ce résultat est aberrant, et donc ça veut dire qu'il manque quelque chose à la mécanique quantique traditionnelle, qu'on connaît et qu'il a d'ailleurs largement contribué à établir. Donc pour lui, il manque quelque chose. C'est un débat plus de philosophie des sciences que de physique quantique. Niels Bohr, de son côté, répond dans un article que, pas du tout, Einstein s'est probablement trompé. Il y a un problème de calcul quelque part, parce que la mécanique quantique est complète. Et donc si les résultats d'Einstein sont aberrants, c'est parce que il y a une erreur de calcul. Mais il n'est pas en mesure de démontrer avec précision où est l'erreur. Et le débat à l'époque n'intéresse pas grand monde. Dans les années 30-35, l'article paraît en 1935, ensuite il y a la Deuxième Guerre mondiale, et les premières applications. Et donc là on quitte les premières applications technologiques de la mécanique quantique. Et donc on quitte le champ de la réflexion fondamentale en physique pour arriver sur l'application. Et quand on commence à réfléchir à application, ce qu'on constate dans l'histoire des sciences, c'est que bien souvent on laisse tomber les réflexions fondamentales, alors qu'en réalité il faut continuer à réfléchir aux sciences fondamentales. C'est notre remarque incidente. Le débat reste un petit peu dans les limbes, ça n'intéresse pas trop les jeunes physiciens parce que on a le laser, on a le transistor, on a l'ordinateur qui arrive, on a ARPANET puis Internet, enfin bon, tout ça fait qu'on ne s'intéresse plus trop au débat, qui revient quand même parce qu'il y a quelques chercheurs qui s'y intéressent. Clausen, Bell, etc. s'y intéressent jusque dans les années 80, et c'est finalement dans les années 80 que Alain Aspect va s'intéresser au sujet. D'ailleurs, il va être découragé, on va lui dire non, mais il ne faut pas faire ça, ça n'intéresse personne. Mais finalement, lui, il va trouver des financements, il va le faire quand même, il va réunir une équipe, et il va essayer de faire l'expérience. Parce qu'à l'époque d'Einstein, on ne pouvait pas faire l'expérience. Et il va faire l'expérience de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pousse un peu les calculs. Donc il va construire des polariseurs, etc. Bon, c'est assez technique, mais il explique ça très bien. Je vous invite à aller voir ses conférences sur YouTube. Moi, c'est comme ça que je pense avoir un petit peu compris de quoi il s'agit. Je suis incapable de comprendre la moindre équation, mais par contre, il le vulgarise vraiment très bien. Et ils se sont rendus compte que, a priori, Einstein avait raison, en même temps il avait tort, puisqu'il considérait que si ces calculs étaient forcément incorrects, en tout cas la mécanique quantique était incohérente.
il avait tort sur le caractère incomplet de la mécanique quantique, il avait a priori raison dans ses calculs. C'est-à-dire que effectivement, cela aboutit à des situations qui sont anormales, si on définit la norme comme ce que l'on comprend et ce que l'on voit. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Je vais vous parler de deux principes qui permettent d'envisager, depuis les années 80, de nouvelles technologies qui sont bien révolutionnaires dans le sens où elles changent complètement notre manière de penser la technologie et le monde. Deux principes majeurs, il y en a plein, hein, des principes de la physique quantique, mais deux principes qui mènent aux technologies dont on va parler dans un instant, la superposition et l'intrication. La superposition quantique, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité, en deux mots, c'est la capacité d'être à la fois dans un état et dans un autre. L'illustration la plus connue, même si elle est un peu déformée, c'est le chat de Schrödinger. C'est-à-dire que vous mettez un chat dans une boîte, vous ne pouvez pas ouvrir la boîte parce que si vous ouvrez la boîte, le chat meurt parce qu'il y a un gaz toxique dedans. Et la question, c'est est-ce que le chat est vivant ou mort lorsqu'il est dans la boîte ? Et en fait, au moment où vous ouvrez la boîte, eh bien, vous avez la réponse, il est mort, mais avant. Et en fait, ça représente, c'est aussi une allégorie de la mesure en physique, puisque la physique, elle fonctionne sur la mesure. À partir du moment où vous mesurez un état physique, eh bien, en fait, vous influez sur la particule et sur la matière. C'est ça la grande leçon. L'idée de la superposition, c'est de dire, avant qu'on fasse la mesure, finalement, on est dans deux états à la fois. Le chat, il est à la fois mort et vivant. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est l'idée. Et ça, on peut en tirer des applications technologiques. C'est-à-dire, en fait, un élément, il n'est pas plus ou moins, il n'est pas 1 ou 0. Il y a un certain état dans lequel il est à la fois 1 et 0. Et donc, à partir du moment où on arrive à mettre notre particule, notre élément dans cet état-là, eh bien, on peut tirer parti de cette qualité physique tout à fait remarquable, qui est qu'on est à la fois l'un et l'autre. La deuxième grande loi, le grand principe, c'est l'intrication quantique. Alors l'intrication, c'est le résultat direct des calculs dont je parlais tout à l'heure d'Einstein. C'est l'idée selon laquelle lorsque vous mettez deux particules dans un état particulier, particule particulier, dans un état spécifique, on va dire, qui est un état dit quantique, eh bien, la manière dont vous allez traiter l'une va avoir une incidence directe et connue à 100% sur l'autre. D'accord ? Ce qui ouvre la voie, là vous devez peut-être déjà commencer à le comprendre, à des choses qu'on ne connaît pas pour l'instant, c'est-à-dire des communications qui ne passent pas par des fils, qui ne passent pas par nos moyens classiques de communication. Puisqu'il suffit finalement d'avoir deux particules que l'on a intriquées, qu'on envoie à deux endroits différents, de faire quelque chose, une mesure sur l'une, et une fois qu'on a fait la mesure sur l'une, on est capable de prédire à 100% quel va être le résultat sur l'autre. D'accord ? Ça, c'est donc le principe de l'intrication. Je précise d'emblée qu'il est difficile d'atteindre cet état quantique et d'intriquer des particules. C'est déjà difficile de les intriquer et c'est très difficile de les maintenir dans un état intriqué. Ce qui fait qu'en fait on a beaucoup de difficultés à tirer parti de ces principes physiques qui sont maintenant connus et démontrés. L'intrication, Alain Aspect a démontré sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres dans les années 1980, puis ensuite on l'a démontré sur de plus grandes distances, dans les années 2000 on l'a démontré sur quelques kilomètres, 800 mètres, puis je crois 4 kilomètres en 2004 ou en 2007, je ne sais plus exactement, puis finalement 1200 kilomètres en 2017, la Chine envoie 2 photons intriqués depuis un satellite, et à 1200 kilomètres on démontre qu'effectivement on peut prédire à 100% et en temps réel, donc plus rapidement finalement qu'il ne faudrait pour que la lumière transfère une information, on peut prédire le résultat sur la deuxième particule intriquée. Donc ça fonctionne,
Et on a des résultats aujourd'hui qui sont démontrés sur 2000 km et théoriques à au moins 4700 km, d'après les études que j'ai regardées la semaine dernière. Donc voilà, on sait que ça fonctionne sur Terre, ça fonctionne grâce à des fibres optiques. Donc si on envoie des signaux, on peut communiquer par fibre. Ça fonctionne aussi dans l'espace libre. Hein, donc vous envoyez une particule dans l'espace libre et ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? 3 grands domaines de développement des technologies qui font l'objet d'une véritable course technologique entre les États. Et donc là, c'est la nouvelle guerre des étoiles. Très clairement, on assiste à un phénomène qui est très proche, politiquement, de celui de la course à l'espace dans les années 60-70. Avec 3 grands champs, la détection quantique, donc là il s'agit de faire du sensing, en bon français de la détection, c'est-à-dire de construire des capteurs qui seraient beaucoup plus précis, mais de manière infiniment plus précise que les capteurs qu'on a aujourd'hui. Et ça, les applications concrètes, ce sont la navigation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un GPS qui est précis à quelques mètres près, on aurait des GPS qui seraient précis à quelques millimètres près, voire peut-être plus. La navigation terrestre, mais la navigation évidemment maritime. La navigation extra-atmosphérique, etc. Donc là, on pourrait cartographier de manière beaucoup plus précise l'univers, etc. Ça ouvre évidemment la voie, je vais y revenir dans un instant, à des applications sécuritaires, puisqu'on va pouvoir connaître beaucoup plus précisément ce qu'il se passe sur un espace déterminé. Autre grand domaine de développement, les communications quantiques. Les communications quantiques, finalement, c'est une application un petit peu de ce que je vous ai dit. Comment on peut tirer parti de ces phénomènes absolument remarquables pour mieux communiquer? Dans les communications quantiques, il y a à la fois l'idée qui est un peu partagée avec l'informatique quantique de la sécurisation des échanges, parce qu'il y a aussi une dimension que je n'ai pas exposée, mais on crée de la cryptographie quantique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces technologies quantiques, ces particularités de l'intrication, pour sécuriser de manière beaucoup plus performante nos communications actuelles. Ce qui donne lieu à 2 champs de recherche, la cryptographie quantique d'une part, donc qui consiste à créer des algorithmes qui fonctionnent grâce à ces technologies quantiques pour protéger les informations. Je parle là de distribution de clés, de distribution de clés quantiques pour ceux qui aiment bien la cybersécurité. Et d'autre part, la cryptographie post-quantique qui consiste, par des moyens conventionnels, à lutter contre ce qui n'est pas vraiment de la communication, mais une attaque quantique qui serait menée par un ordinateur quantique. Donc communication, c'est alors on parle aussi parfois de téléportation quantique, c'est-à-dire comment on va faire passer l'information d'un endroit à un autre en la sécurisant. Et le 3e grand domaine, que je viens un peu de dévoiler, c'est l'informatique quantique, qui se base sur le calcul quantique. L'idée du calcul quantique, c'est de pouvoir faire des calculs que l'on ne peut pas faire avec des supercalculateurs classiques. Aujourd'hui, on a une course à ce qu'on appelle la suprématie quantique. Bon, c'est pas un terme très rigoureux. L'idée, c'est à quel moment quelqu'un pourra, grâce à du calcul quantique, effectuer des calculs qu'un superordinateur classique mettrait une éternité à opérer. Google a annoncé, la Chine, je crois, avait annoncé l'avoir fait en 2016 ou 2017. Google l'a annoncé en 2019, mais IBM a répondu qu'en 2 mois, ils pouvaient faire le même calcul avec leur plus gros supercalculateur, etc. Bon, c'est un petit peu la course à l'échalote, on va dire. Et je vous avoue que je regarde, je ne suis pas trop parce qu'on a aussi beaucoup d'articles chinois qui nous proposent et qui nous disent, voilà, c'est révolutionnaire, on a réussi. Bon, ce qui est certain en tout cas, c'est que les technologies se développent. Ce calcul quantique, il est fondé sur ces 2 grands principes que je vous ai exposés. L'idée, c'est d'intriquer des particules entre elles et d'intriquer des particules qui portent des informations. L'informatique quantique, c'est passer de l'informatique classique, qui fonctionne avec des bits. Vous savez que toute information est codée en lignes ensuite de 1 et de 0, ce sont des bits. Et l'idée, c'est de ne plus communiquer avec des bits, mais avec des qubits. Qu'est-ce que c'est que des qubits? C'est des bits quantiques, c'est-à-dire des bits qui ne seraient pas soit 1, soit 0, mais dans l'état de superposition, qui seraient à la fois des 1 et des 0.
et donc de tirer parti de cette technologie, de cette connaissance scientifique pour l'appliquer directement au calcul, en créant donc des qubits et évidemment en intriquant plusieurs qubits entre eux. Donc vous superposez des bits, donc ça fait des bits. Donc les bits, ça peut être des photons, hein, donc des particules de lumière qui sont soit des 1, soit des 0. Vous les mettez dans un état quantique, vous faites des qubits que vous piégez, par exemple, pour l'une des technologies dans des diamants, et vous en superposez, vous en intriquez plein entre eux, et ça vous donne des capacités de calcul remarquables. L'ennui, c'est qu'on a des gros problèmes de décohérence, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à maintenir, on y arrive de mieux en mieux, mais on n'arrive pas vraiment à maintenir un nombre suffisant de qubits dans un état quantique, c'est-à-dire qu'ils redeviennent à un état normal, et dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire avec eux. Donc il faut en intriquer énormément pour arriver à des, non pas des qubits physiques, mais des qubits logiques, c'est-à-dire des qubits qui sont résistants aux erreurs. Il y a plusieurs types d'erreurs, il y a la décohérence, donc la perte de l'état quantique, et puis il y a aussi la sensibilité au bruit, c'est-à-dire à tout ce qu'il y a autour. Parce que dans des conditions de laboratoire, ça fonctionne, mais dans des conditions réelles, c'est beaucoup plus compliqué. Sachant que dans des conditions de laboratoire, pour la majorité des technologies quantiques actuelles, il faut descendre très très froid, je sais plus, proche du zéro absolu, ce qui fait que c'est extrêmement complexe. Il y a aujourd'hui une dizaine de technologies différentes qui sont en train d'être développés pour créer des ordinateurs quantiques. On en a déjà des ordinateurs quantiques, hein, IBM en a, voilà, on peut louer d'ailleurs quelques secondes d'un ordinateur quantique si on veut, pour les laboratoires peuvent faire cela. Pour l'instant, on n'a pas d'ordinateur quantique qui fonctionne parfaitement, qui est résistant aux erreurs et qui pourrait être commercialisé encore moins. Mais c'est une course majeure. Pourquoi? Parce qu'avec ces ordinateurs-là, la crainte, mais qui n'est pas qu'une crainte, c'est qu'on puisse faire des calculs qu'on ne peut pas faire actuellement, et donc par exemple qu'on puisse décrypter des communications diplomatiques, des codes nucléaires, etc. Donc là vous comprenez qu'on entre dans le champ de la science politique et des sciences humaines, c'est comment on anticipe ces technologies-là. On a des collègues chercheurs physiciens qui avancent très très vite. Moi quand j'ai commencé à travailler dessus il y a du coup 3 ans, on disait oui bon, ce sera peut-être dans 30 ou dans 50 ans qu'on aura des ordinateurs quantiques et qu'on aura ces technologies. Aujourd'hui, les collègues disent plutôt 10 ans, 5 ans, voilà, 5 ans, 2030, l'Union européenne s'est fixé comme objectif 2030 pour avoir un ordinateur quantique via l'Internet quantique. En fait, l'Internet quantique, ce serait plutôt une manière de construire un ordinateur quantique en reliant entre eux des mini-ordinateurs quantiques avec quelques qubits. Donc, au lieu d'avoir un très gros ordinateur quantique, ce qui est très difficile à obtenir, vous en faites plusieurs petits, des ordinateurs à 5, 10 qubits, on arrive à en faire, et vous les connectez entre eux. C'est un gros défi, la connexion, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et grâce à tout ça, vous avez une puissance de calcul quantique extraordinaire, et on veut l'utiliser notamment pour explorer l'espace extra-atmosphérique, depuis la Terre. Et ça, l'Union européenne dit, ça, 2030, il faut qu'on soit capable de le faire. Des applications, évidemment, dans plein de domaines, en particulier militaires. Alors, je viens, du coup, aux sciences humaines. Moi, constatant ça, j'ai mis un moment à comprendre ce que j'ai essayé de synthétiser. J'espère avoir pas commis trop d'erreurs en physique, mais je ne doute pas que les collègues physiciens regarderont la vidéo et me corrigeront si j'ai dit des bêtises sur le fond. Sur la base de tout ça, j'ai donc monté une chaire à l'Institut universitaire de France, dont vous avez les 4 grandes lignes ici. Recenser des risques. Je vais en exposer quelques-uns, mais ils découlent en fait de ce que je viens de vous présenter assez logiquement. À la fois du développement et de l'usage de ces technologies, analyser grosso modo le droit et les réflexions éthiques existantes pour essayer de voir finalement quelles sont les normes applicables aujourd'hui, essayer d'anticiper pour voir qu'est-ce qui pourrait manquer, est-ce que il y a des nouvelles règles qu'on devrait avoir, voilà, est-ce que nos textes sont suffisamment résistants finalement à cette nouvelle révolution, en partant de l'idée qu'il n'y a pas forcément besoin toujours de créer du droit, de créer du droit, de créer du droit. Parfois, il suffit simplement d'appliquer l'existant et de l'interpréter. Hein, ça fait partie de ma réflexion, de dire il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus de droits, mais en tout cas, il faut tester
de manière assez prospective, hein, l'adéquation de notre droit actuel, et sur cette base, ou bien peut-être en proposant de nouvelles choses, proposer des lignes directrices aux entreprises, etc., aux chercheurs aussi, parce qu'en fait, en travaillant avec les physiciens, je me rends compte qu'il y a plein de choses dont ils auraient besoin. Il y a aussi des accords internationaux bilatéraux dont on aurait besoin pour protéger des secrets industriels ou au contraire favoriser certains échanges scientifiques, certains échanges de matériaux dont on a besoin pour développer des ordinateurs quantiques, pour prendre cet exemple, et qui sont rendus difficiles actuellement. Et là, les juristes peuvent faire quelque chose hein, en s'appuyant sur des modèles, je vais en dire un mot tout à l'heure, et puis diffuser via le CEVOTech, donc c'est le Centre d'études des évolutions des technologies quantiques, que j'ai créé, qui est une structure associative qui est adossée à mon laboratoire, le Crédimi, et qui permet tout simplement de centraliser des informations en essayant d'acculturer aux technologies quantiques, dans le but très simple d'éviter qu'il se passe la même chose qu'avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une désinformation ou une mésinformation de masse sur les possibilités offertes par ces nouvelles technologies. On a sans doute perdu beaucoup de temps autour de l'intelligence artificielle à se dire « Ah, mais ça va tout révolutionner ». Bon, vous avez des gens qui ont fait pas mal d'argent dessus en s'autoproclamant prompt engineer ou je sais pas quoi. Bon, très bien. L'idée, c'est quand même d'acculturer pour éviter que ce soit quelque chose qui arrive un jour sur le marché et qui déstabilise tout. Donc, vous voyez que c'est quand même assez transversal. Quelques risques du développement et de l'usage des technologies quantiques. J'en ai listé quelques-uns. Bon, des risques diplomatiques, là c'est l'un des grands enjeux actuels, hein, c'est comment on va sécuriser nos communications diplomatiques dans un monde où le chiffrage classique actuel de nos informations n'est pas suffisant. Puisque avec un ordinateur quantique qu'on n'a pas encore, on pourra théoriquement assez facilement déchiffrer plutôt l'ensemble des communications. Cela donne naissance à une pratique qui est déjà documentée, qui commence à l'être, qui est collecter maintenant, déchiffrer plus tard. Et donc vous avez un certain nombre d'États, d'organisations plus ou moins rattachées à des États, qui vont faire du web scrapping, c'est-à-dire qui vont enregistrer massivement tout ce qu'ils trouvent sur Internet, tout l'Internet finalement, y compris ce qui est indéchiffrable à l'heure actuelle, donc tout un tas de communications qui sont chiffrées, les stocker sur des data centers en attendant d'avoir la technologie nécessaire pour tout déchiffrer d'un coup, ce qui finira mécaniquement par arriver. Et donc ça pose tout un tas de questions, parce que finalement le droit de la protection des données n'est pas forcément hyper adapté partout dans le monde pour lutter contre ce type de phénomène. En fait, on ne sait même pas si c'est illégal. Est-ce que vraiment ce serait illicite de récolter des données qui sont disponibles, mais qui sont indéchiffrables? Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elles sont disponibles, c'est parce qu'elles sont pas, qu'on peut les récupérer parce qu'elles ne sont pas déchiffrables ou décryptables, et puis les garder parce qu'on sait très bien qu'on va les décoder dans un moment. Ça pose des questions environnementales, hein, puisque ces masses de données qui sont stockées, qui sont dupliquées dans des data centers très énergivores, soulèvent aujourd'hui des questions environnementales assez majeures. Donc, voilà pour un premier exemple de problème. Des risques militaires. Bien sûr, lorsque les États ont commencé à comprendre le potentiel de ces technologies, grosso modo c'est 2014-2015, les premiers plans quantiques des États. À partir de 2018, on a des États qui se dotent de stratégies quantiques. La France adopte un plan quantique en 2021, mais en 2018 il y a déjà une première mission. On dit attention, il ne faut pas rater le virage. La France est très en avance, le Canada aussi. Il faut garder notre avance parce que les moyens d'investissement que d'autres États, comme les États-Unis, la Chine, vont pouvoir mettre à un moment donné, va faire qu'ils vont pouvoir nous rattraper. Actuellement, la France est extrêmement bien placée dans cette course, c'est-à-dire qu'on a énormément de compétences, on a un nombre de physiciens nobélisés en physique quantique qui est remarquable en France. Au Canada aussi, ils sont très avancés, notamment à l'université de Sherbrooke et dans d'autres universités. Il y a un institut quantique très actif là-bas, sur la détection. Donc voilà, nos deux pays travaillent ensemble et sont très avancés, mais
le montant des investissements chinois qui est réalisé chaque année fait que leur montée en compétences, finalement, est quand même assez inéluctable. Et les États-Unis, pareil, 2019, ils ont commencé à financer massivement les technologies quantiques. Là, on voit l'inquiétude des États lorsqu'on regarde les lois de programmation militaire. Si vous prenez la loi de programmation militaire de 2023, vous voyez que 3 des 10 priorités nationales de développement militaire sur 2023-2027, c'est les technologies quantiques. Encore 3 applications différentes des technologies quantiques qui occupent beaucoup le ministère des Armées. Pourquoi ? Tout simplement pour améliorer nos systèmes de défense, mais aussi améliorer nos systèmes de défense contre les attaques conventionnelles, nous protéger contre des attaques qui pourraient être menées via des armes quantiques, donc des systèmes de drones par exemple qui pourraient être des systèmes d'IA qui pourraient être dopés avec du calcul quantique. Donc ça, il faut être en mesure de l'anticiper et de se protéger. Et également, évidemment, le développement d'armes qui reposeraient sur les technologies quantiques. Donc des risques militaires et des risques d'escalade. Et là, on n'est pas très loin finalement de la course qu'on a eue à l'arme nucléaire. Et donc on a certains travaux et certains États qui parlent de course à l'arme quantique avec des enjeux évidents. Autre risque totalement différent, le risque de privatisation d'un bien dont on pourrait penser qu'il s'agit d'un bien commun. Et là c'est vraiment une autre réflexion, mais l'Internet a été pensé par... d'abord par les militaires américains, mais ensuite il y a eu toute une mouvance, vous savez, libertaire. Et donc il y a déjà ça qui émerge chez certains chercheurs, certains observateurs de l'évolution des technologies quantiques, en disant tout ça devrait être mis au service de l'humanité. Et donc tout ça devrait être public, il devrait y avoir un droit d'accès aux technologies quantiques pour tous les États, ce qui est extrêmement compliqué, parce que vous avez des États qui sont très peu connectés, qui vont avoir de grandes difficultés à déployer les capacités d'accès à ces technologies, sans parler des armes, mais les technologies civiles, les usages civils vont être difficilement déployables dans un certain nombre d'États, et donc ça pose des questions qui vont être à un moment des questions juridiques, de qui, finalement, gère cela. Voilà. Sachant que les modèles qu'on a sur les technologies numériques ne sont pas flamboyants à cet égard. Internet est globalement gouverné par des institutions privées dans lesquelles les États se sont peu à peu insérés, évidemment, mais tout de même. Des risques environnementaux également. Alors, il s'avère qu'a priori, les technologies quantiques, une fois qu'on les aura atteintes, seront plutôt... peu gourmande en énergie, donc assez prometteuse à cet égard. Le problème, c'est le coût d'accès. C'est-à-dire que pour développer ces technologies-là, on a besoin d'énormément de ressources minérales, des ressources énergétiques. Il y a des technologies qui sont plus gourmandes que d'autres. Il y a tout de même un mouvement, moi, que j'observe de manière tout à fait subjective chez les physiciens quantiques pour arriver très vite à des technologies et même faire des choix de développement technologique qui intègrent la dimension énergétique. Et ça, je l'observe par rapport à l'IA, où lorsqu'on forme des ingénieurs en IA à l'éthique et au droit, alors là, la question environnementale, elle est quand même très très loin des réflexions. Ça fait 4-5 ans que je travaille un peu là-dessus et je vois bien que c'est pas du tout quelque chose qui est dans le spectre. En revanche, dès qu'on parle un petit peu avec des physiciens quantiques, tout de suite l'enjeu est présent dans les discussions, en tout cas d'après ce que j'ai pu constater, ce qui est assez intéressant à observer. Les risques environnementaux, ce n'est pas uniquement la question énergétique, c'est aussi les questions des matériaux, de l'extraction des matériaux dont on a besoin. Pour exploiter des technologies quantiques, on a besoin de matériaux qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux dont on a besoin pour nos technologies numériques classiques. Et il va y avoir superposition de technologies. Il ne faut pas croire que nos ordinateurs vont être remplacés par des ordinateurs quantiques. Ça n'arrivera pas. On va utiliser des ordinateurs dotés d'une capacité quantique pour faire certains calculs qu'un ordinateur ne peut pas faire, qu'un ordinateur classique ne peut pas faire. Mais il serait totalement inutile, y compris en des termes énergétiques, d'utiliser un ordinateur quantique pour faire des choses basiques
qu'on peut faire avec un ordinateur normal. Ce serait peut-être même pas possible, à vrai dire. Donc il va y avoir une superposition de technologies qui pose des questions d'extraction de matériaux, de finitude de nos ressources. Et donc là, il y a toute une réflexion aussi géopolitique qui se mène, parce que, par exemple, on a des technologies quantiques qui se basent sur le diamant. Donc les diamants, on sait que lorsqu'on est juriste internationaliste, on sait qu'il y a eu quelques problèmes avec du commerce de diamants, que l'extraction d'or, de platine, dont on a beaucoup besoin aussi, pose des questions de résurgence de conflits régionaux, par exemple en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe une guerre des semi-conducteurs, une guerre économique, entre les États-Unis, la Chine, via Taïwan, etc. Il y a la même question qui se pose pour les semi-conducteurs, mais aussi pour les supraconducteurs. Des risques en matière de liberté fondamentale, tout simplement des questions d'abord de vie privée. Je vous ai parlé de la détection quantique. Il y a peu de doute que un jour, on va avoir l'idée de dire, mais attendez, on va doper nos systèmes de vidéoprotection algorithmique avec un petit système de calcul quantique, et comme ça nous permettra de savoir quels sont les battements, les pulsations cardiaques de toutes les personnes qui sont situées dans une ville, et peut-être qu'on pourra prédire avec des modèles d'IA, à partir de ces données qu'on va pouvoir collecter, puisqu'on va pouvoir collecter un nombre de données faramineux, à partir de tout ça, on va pouvoir peut-être utiliser des systèmes d'IA pour déterminer à partir de quelle pulsation cardiaque il y a un problème à un endroit précis. Et tout ça pose des questions, alors peut être un outil évidemment, mais va poser des questions. Là, on est loin dans l'anticipation, mais en réalité, ça peut se faire assez rapidement. On va avoir des questions de liberté fondamentale qui vont se poser, et il n'est pas inutile de au moins se poser la question dès maintenant de comment on va anticiper cela. Et puis enfin, et finalement ça rejoint ce que je dis depuis le départ, un risque de développement d'un droit que j'appelle post-régulatoire dans l'urgence, c'est-à-dire en gros ce qu'on a avec l'IA. Et ce qu'on a avec l'IA, ce n'est pas très reluisant. Ce qu'on a avec l'IA, c'est essentiellement une grande confusion entre ce qui relève de l'éthique et ce qui relève du droit, avec sans doute un point d'orgue atteint par l'article 1er du règlement sur l'intelligence artificielle qui présente un certain nombre de valeurs comme étant des droits protégés par la Charte des droits fondamentaux, alors que tel n'est pas le cas juridiquement. Et donc si vous lisez le règlement, vous voyez que dans les débats, on a eu une espèce de frayeur, de dire, oh là là, il faut encadrer, mais en même temps, il ne faut pas trop encadrer, parce que sinon, on va limiter l'innovation. Et là, voilà, on a un débat qui n'est pas nouveau, pas du tout nouveau, mais qu'on peut peut-être éviter en essayant de réfléchir un petit peu en amont. ChatGPT a été une surprise pour tout le monde. Tout le monde connaissait beaucoup de gens connaissaient ces technologies, on les avait déjà à disposition, mais peut-être pas dans cette proportion. Mais la commercialisation, la mise en ligne commerciale de ces outils d'un seul coup a provoqué une ferveur mondiale qui a généré tout un tas de problématiques concrètes qu'on essaie de réguler un petit peu dans l'urgence, et tout ça n'est jamais bien bon, et il est toujours bon d'essayer de réfléchir collectivement en amont. Alors tout ceci étant dit, dans les minutes qui me restent, quel encadrement juridique des technologies quantiques, avec un petit focus sur le droit international, je vais juste évoquer 3 grands points que je vais simplement donner quelques idées sans creuser, mais on pourra en discuter après. Comme on a commencé avec un quart d'heure de retard, je suis parti du principe que je le récupérais, mais voilà, je ne serai pas offusqué si vous devez sortir parce que vous avez autre chose de prévu, rassurez-vous. Mais du coup, je prends encore 6-7 minutes pour finir mon exposé. De manière générale, ce que l'on peut constater, c'est que le droit international général se saisit assez peu des technologies récentes. Là, une analyse quantitative permet de le montrer. Tout simplement, on n'a pas d'organisation internationale dédiée à la gestion d'Internet. On n'a
On a assez peu de choses finalement sur la cybercriminalité. On a bien sûr la Convention de Budapest de 2001, mais finalement on n'a pas de texte plus récent en droit international dit général. On est surtout sur de la coopération pénale. Mais voilà, les États, grosso modo, sont plutôt dans une démarche non pas forcément de laisser faire, mais en tout cas de laisser les acteurs technologiques faire remonter les problèmes et puis de s'en saisir lorsque effectivement les problèmes émergent. Et donc on va avoir le manuel de Tallinn qui va essayer de proposer une vision du droit international applicable au cyberespace, mais on n'a pas là encore de convention multilatérale qui vient figer les choses. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je ne vais pas le faire. Disons en tout cas que il le fait assez peu. Il l'a quand même fait dans le passé, notamment s'agissant de la non-prolifération de certaines armes, les armes chimiques. Les États ont fini par se dire, bon, on va essayer de lutter contre cette prolifération. Il l'a fait évidemment pour la course aux étoiles. Hein. On a eu des textes, les traités, les grands traités internationaux sur l'exploitation de l'espace, la non-militarisation de l'espace extra-atmosphérique. Mais voilà, il le fait assez peu en matière numérique. Il n'y a rien non plus sur l'intelligence artificielle, hein, comme vous le voyez. C'est aussi parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Sur les technologies quantiques, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, voire on n'a rien en droit international, même s'il y a une conscience qui émerge, une conscience collective qui émerge que ceci va être un sujet. Et d'ailleurs, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2025 comme année internationale des sciences et technologies quantiques, c'était l'an dernier. Donc une résolution qui est plus déclaratoire qu'autre chose, hein, mais voilà, les États s'intéressent au sujet. Il y a de la coopération bilatérale, scientifique, entre les États. La France, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, par exemple, on a des accords bilatéraux d'échanges scientifiques sans que forcément les diplomates soient, d'après ce que j'ai observé, vraiment conscients de ce qu'il y a derrière, mais ils sont un petit peu poussés par les grandes entreprises, notamment françaises, enfin les grandes start-up françaises, nos pépites comme Pascal, Alice and Bob, etc., qui ont besoin d'accords pour des transferts technologiques, pour des transferts de compétences. Bon, pourquoi finalement on a assez peu de droit international à l'heure actuelle? Eh bien parce que la structure de l'ordre juridique international n'appelle pas tout simplement de régulation particulière de ces technologies. Le multilatéralisme est globalement, à part les échanges scientifiques, est globalement focalisé sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Bon, évidemment, là je fais un énorme raccourci, mais tout simplement pour vous dire que je pense que la question surviendra dans l'agenda international lorsque les enjeux militaires seront plus clairs. Et lorsque les États commenceront à être dotés, puisqu'on parle déjà d'être dotés ou non de technologies quantiques, ce qui nous rappelle, enfin ce qui est le vocabulaire qu'on utilise pour les armes nucléaires. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un chemin qui se dessine. Le droit international est en tout cas, et c'est ce que j'essaie de dire partout où je vais, un cadre de pensée pertinent pour les technologies quantiques. Alors de manière sectorielle, on a des institutions existantes qui vont être amenées ou qui sont déjà amenées à s'intéresser à des questions techniques comme celle de l'interopérabilité des ordinateurs et des systèmes. Je pense à l'Union internationale des télécommunications, qui forcément va avoir à connaître de la question de l'intégration. Elle est déjà amenée à connaître de la question de la cryptographie quantique, puisqu'il s'agit d'utiliser des réseaux de communication classiques par fibre, etc., mais de protéger les informations classiques en mettant un algorithme quantique pour le chiffrer. Donc déjà on connaît à l'UIT et dans d'autres organismes de normalisation les questions quantiques, mais les communications quantiques à un moment vont être à l'agenda de ces grandes institutions. D'autre part, les organisations régionales, donc les infrastructures, vont amener un moment à se poser la question. D'autre part, les organisations régionales réfléchissent, et notamment l'Union européenne, réfléchit à la manière dont on va utiliser ces technologies. Dans l'Union européenne, elles sont appréhendées par le règlement sur le contrôle des biens à double usage, militaire et civil. On pourra en discuter peut-être un petit peu plus tard, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des questions sectorielles de droit des investissements qui vont se poser.
Est-ce que les technologies qu'on appelle les technologies habilitantes, celles qui vont nous permettre de développer des technologies quantiques, qui sont des technologies classiques, mais dont on a besoin pour arriver à un ordinateur quantique, est-ce qu'on pourrait, du fait de l'émergence de ces technologies, les classer parmi des investissements stratégiques, particulièrement protégés par les États? Comment les États vont faire cela, s'en protéger, etc. Il y a déjà des choses qui sont en cours dans l'Union européenne et qui vont continuer à se poser. Et puis, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas détailler, mais il y a des enjeux cardinaux pour le maintien de la paix qui vont probablement se poser. Ne serait-ce que par l'utilisation des technologies quantiques dans les conflits armés. On sait que le Conseil de sécurité des Nations Unies a pu avoir une vision assez extensive de la sécurité internationale, lorsqu'elle a intégré des considérations liées, par exemple, aux pandémies. Je pense à Ebola en 2014. Le Conseil de sécurité est susceptible d'étendre le champ de la sécurité internationale et il peut le faire aussi face à un certain nombre de technologies. Il le fait pour les cyberattaques. Donc voilà, c'est un sujet qui pourrait arriver à l'ordre du jour si le Conseil de sécurité continue à être une enceinte pertinente en matière de sécurité collective, ce qui est un autre sujet sur lequel je vais revenir dans un instant pour conclure. Le droit international est en tout cas un cadre de pensée pertinent aussi parce qu'on a des précédents. On a des ressources et des outils pertinents en droit international pour penser l'émergence et les problématiques suscitées par ces nouvelles technologies. On a des forats de discussion, d'abord, pas la peine d'inventer, de réinventer l'eau chaude. Hein. On a déjà des enceintes diplomatiques internationales qui permettent de penser ça. Donc lorsque on voit des position papers qui commencent à arriver en disant non mais il faudrait créer des forums de discussion, des nouveaux trucs, etc. sur les technologies quantiques, bon, on a déjà tout ça. Donc c'est pas nécessaire, il vaut mieux plutôt utiliser, à mon sens, ce qui existe déjà. On a des systèmes de règlement des différends qui n'ont jamais été autant utilisés qu'aujourd'hui pour les systèmes classiques. Donc c'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. On a un système qui globalement peut fonctionner et on a des exemples de traités dans le passé qui ont pu anticiper l'émergence de nouvelles technologies avec un certain succès. Et je pense notamment au traité de 67, que vous avez les principes régissant les activités des États en matière d'exploration d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. C'est un traité que je trouve extrêmement intéressant, puisqu'à l'intérieur, vous avez notamment un article qui prévoit quelque chose de totalement futuriste, qui est l'inspection internationale sur la Lune. En disant, ben voilà, il ne faut pas militariser la Lune, et les États auront le droit de visite pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes dans les bases qui seraient installées sur la Lune. Totalement futuriste à l'époque, on avait déjà lancé Sputnik, mais finalement, tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, sur le modèle du traité antarctique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas inventé ça ex nihilo. Mais finalement, l'idée, c'était, dans le cadre d'une guerre froide, d'éviter la militarisation de certains espaces. On a donc des précédents qui pourraient nous guider, au moins conceptuellement, pour éviter une désutilisation et je ne sais pas comment le dire, mais bon, une sorte de course nucléaire quantique. On a des outils qui devraient nous permettre de limiter ça, et c'est déjà dans le spectre quand même d'analyse d'un certain nombre d'États. Le Royaume-Uni, par exemple, a déjà dit que le développement des technologies quantiques, l'a déclaré officiellement, devait se faire dans le respect des principes des Nations Unies et devait se faire de manière pacifique. Donc les États commencent à se dire, tiens, il va falloir quand même faire cela, ce qui me fait penser qu'il est pertinent de placer le développement des technologies quantiques dans le cadre conceptuel de la Charte des Nations Unies et de la mécanique de la paix et de la sécurité internationale. Pour autant, et tout ça en faisant l'économie, si possible, des faux débats sur la souveraineté quantique et des choses comme ça qui vont nécessairement arriver. Ça commence déjà. On commence déjà à nous parler de souveraineté quantique. Ça donne des boutons à peu près tous les internationalistes. Mais bon, on en parle. Alors, il y aura des questions d'autonomie stratégique, il y aura évidemment. Mais il ne faut pas réduire le débat en droit international clairement aux questions de souveraineté ou d'autonomie quantique. Ce n'est sans doute pas le sujet, et il ne faut pas à mon sens, que le débat soit phagocyté par le débat public, soit phagocyté par ce sujet-là. Enfin,
les technologies quantiques sont aussi un enjeu pour l'évolution du droit international. Bon, d'abord, dans un cadre assez général et fondamental de réflexion sur l'encadrement des innovations technologiques, des innovations que certains collègues, je pense à Julie Charpenay et Marina Teller, appellent des innovations totales, qui nous invitent finalement à repenser la manière dont le phénomène juridique vient se saisir, se coller à la réalité. Donc il y a des enjeux conceptuels qui sont vraiment intéressants. Et c'est aussi un enjeu parce qu'elles sont peut-être l'opportunité d'interroger la solidité de notre ordre international post-1945. Aujourd'hui, je ne veux pas vous refaire une cours d'histoire du droit international, mais on est plutôt dans une phase qui est pas très bonne pour le multilatéralisme, pas forcément pour le droit international, mais pour le multilatéralisme. On voit émerger des unilatéralismes populistes chez des États membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui évidemment pose des questions de paralysie, etc. Et donc finalement on a une sorte de prétention d'un nouvel ordre juridique mondial par certains de ces unilatéralistes populistes, notamment Donald Trump, qui a une conception du droit international qui est assez particulière, et qui évidemment nous met tous et toutes mal à l'aise en tant qu'internationalistes. Bon, bah, finalement ces nouvelles technologies sont peut-être l'occasion de remettre l'église au milieu du village, si vous me permettez l'expression, et de se rassembler autour d'enjeux qui vont de toute façon concerner tout le monde. Ça aurait pu être l'environnement et le changement climatique. Bon, ça n'a pas l'air d'être la direction qui a été prise. Peut-être que ce seront les nouvelles technologies. Ce serait peut-être l'opportunité de revenir à un multilatéralisme sécuritaire. Dernier point, je crois qu'il y a un enjeu aussi existentiel, parce que le droit en général, et le droit international aussi, est souvent vu et présenté comme étant castrateur, comme étant un empêcheur de l'innovation, qui va brider, c'est tous les débats qu'on a autour de l'IA, et donc souvent mené par des gens et des gouvernements qui n'ont pas lu le règlement sur l'IA ou qui ne souhaitent pas le lire, s'agissant d'intelligence artificielle. Si vous regardez les stratégies quantiques des États, la majorité vont dans le même sens, et c'est assez gênant. Et donc il y a un enjeu pour les juristes et pour le droit international et le droit en général d'expliquer à quoi sert le droit en tant qu'outil de régulation des comportements sociaux. C'est le rôle plus largement des SHS, hein, pas que du droit. Il y a aussi la question de la philosophie, enfin les disciplines philosophiques, éthiques, qui nous permettent de penser un peu ces nouvelles technologies. Voilà, à titre, en une minute, l'idée de ma chaire, c'est d'explorer toutes ces idées, et puis d'autres, hein, parce qu'évidemment je vous ai fait un gros résumé en vous donnant seulement quelques éléments. Sur le site du Cevotech, j'ai commencé avec l'aide de 2 doctorants de l'Université de Bourgogne à cartographier les stratégies quantiques des États en faisant des petites synthèses et puis simplement une base de données où vous pouvez aller cliquer puis regarder quels sont les... donc il n'y a pas encore tout le monde, hein, mais ça progresse peu à peu. Et donc l'idée c'est d'avoir un centre de ressources avec tout un tas de données sur comment les États se positionnent par rapport à ces nouvelles technologies. Le Cevotech, j'anime un cycle de webinaires, de conférences qui s'appelle Lundi Quantique chaque mois et qui constitue une petite médiathèque. C'est 1 heure de discussion pluridisciplinaire. Il y a des physiciens qui viennent, il y a des philosophes, il y a des juristes de différentes disciplines qui viennent présenter des points. Donc on a eu une intervention sur le règlement d'Anne Millet-Deval, sur le règlement de l'Union sur le contrôle des biens à double usage, et en même temps on a eu quelque chose sur le contrôle de l'état quantique par un collègue physicien. Récemment, lundi, on avait un webinaire sur l'esthétique et les fictions de l'ordinateur quantique. Et donc, voilà, je vous invite à aller voir. Et tout est disponible en rediffusion. Donc, voilà, si vous avez 1 heure et que vous voulez vous intéresser à ces sujets-là, vous pouvez mettre ça en fond pendant que vous faites autre chose, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je vous incite à aller voir. Et j'ai une programmation c'est au moins 1 par mois et parfois 2. Et puis, j'ai plusieurs papiers en cours. Je vous les épargne, mais je travaille notamment sur les stratégies quantiques des États. C'est une recherche que j'ai déjà présentée au Canada et qui va être publiée, ainsi que d'autres recherches en cours sur l'Internet quantique, sur d'autres sujets, notamment le phénomène collecté maintenant, décrypté plus tard, dont je parlais avec un collègue pénaliste, puisqu'il y a des enjeux
en droit pénal aussi. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je m'arrête maintenant, je vous donne quand même le lien vers vers le site si ça vous intéresse d'aller regarder. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention, vous avez été très attentifs. Et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions.